Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinexplore. Ce mois-ci, j'ai eu le privilège de pouvoir discuter avec Sabrina Joutard, directrice adjointe du catalogue chez Pathé Film, fondatrice et présidente du SCFP, le syndicat des catalogues de films de patrimoine, que j'ai rencontré en juillet dernier lors du FEMA, le Festival de La Rochelle Cinéma, un festival organisé par des passionnés qui projettent beaucoup de films de patrimoine et organise entre autres des rétrospectives et des avant-premières. Après l'avoir entendu parler de son travail lors d'une table ronde, j'ai tout de suite pensé que cela ferait un excellent épisode de Cinexplore. Et comme Sabrina est très gentille, elle a tout de suite accepté de participer. Quelques mois plus tard, en octobre, je me trouvais devant l'immeuble imposant de Pathé Film dans le 8e arrondissement et elle m'accueillait dans son bureau où cet échange a eu lieu. Encore merci à elle pour son accueil et sa bienveillance. Bonne écoute à tous. Bonjour Sabrina Joutard. Bonjour. Et avant toute chose, merci de me recevoir. Je vais commencer directement. Est-ce que vous pouvez expliquer simplement ce que représente le catalogue de Pathé Film concrètement ? Oui, alors nous on est une vieille maison. Pathé Film, Pathé a été créé en 1896. Donc il y a deux pans. Il y a un catalogue de films muets et il y a un catalogue de films parlants. Donc le catalogue de films muets aujourd'hui est géré par la Fondation Jérôme Sédou-Pathé et le catalogue des films parlants par Pathé Film. Alors on considère que nous, sur Pathé Film, on a à peu près 2000 références de films susceptibles d'être exploités par Pathé. Donc quand je dis 2000 références, c'est pas des films pour lesquels on a tous une part de producteur. C'est des films qu'on peut exploiter. Donc ça peut être des droits de distribution, simplement. Par exemple, on peut juste avoir des droits salles, juste des droits vidéo, des droits sur les plateformes. Voilà, c'est pas forcément la globalité des droits. Donc voilà, on a 2000 références, qui est pas mal. Et on a des références très variées. Ça va être effectivement des films parlants depuis le début du parlant des années 30 jusqu'aux films d'aujourd'hui. Donc on va avoir des Grangier, des Duvivier, des Decoing. Mais aussi on va avoir toute la période Claude Berry qui a été très riche pour Pathé. Donc on a tous les films de Claude Berry, Les gens de Fleurette, Le vieil homme et l'enfant, les grandes sagas Les Misérables. On a énormément de choses. Et on a les films les plus récents avec... on peut appeler ça les franchises. On va avoir les campings, on va avoir les tuches, les Danny Boone, tous les Danny Boone. Donc voilà, ça c'est très riche et ça fait la force de Pathé, c'est qu'on a une filmographie finalement très riche entre de la filmographie d'auteur, de la filmographie plus populaire qui correspond un peu à l'ADN de Pathé, parce que Jérôme Sédou il est attaché aux comédies qui est quand même l'essence et le cœur de Pathé. Et après on a des films beaucoup plus récents qui sont à venir, qui vont être très chouettes pour la maison. Les Trois Mousquetaires pour l'année prochaine, Astérix fait par Guillaume Canet. Et là récemment on a des jolis films qui sont sortis comme le Alice Vinocourt. On a fait son deuxième film. On avait fait le premier déjà avec elle pour Proxima. Donc voilà, on a une filmo très riche. Et j'oublie aussi, il y a des réalisateurs aussi maison comme les Almodovar, avec qui on travaille historiquement. Voilà, donc filmo très riche, très varié. Filmo francophone aussi, mais tourné vers l'international de plus en plus. Ouais. Notamment quand on voit un succès comme Coda, qui est le remake de La Famille Bélier. Donc voilà, c'est ça la filmo Pathé. Je vais tout de suite digresser de ce que j'avais préparé parce que c'est très intéressant. Je trouve ce que vous dites sur le catalogue et sur les droits que vous avez. Est-ce que dans l'absolu, la recherche de Pathé, ça va être d'aller chercher les droits, si vous avez par exemple que les droits de distribution, est-ce que vous allez vouloir aller chercher d'autres droits, ou alors est-ce qu'au contraire vous dites non, on a ces droits-là, maintenant on avance sur d'autres choses? Alors non, il y a vraiment une volonté chez nous d'avoir un maximum de droits sur les films. Déjà, il y a une logique. On estime que plus on a de droits sur un film, plus on est fort et plus on peut le mettre en avant. Sur le catalogue, c'est vraiment très particulier. On travaille tous les médias de la même façon. Par exemple, un film qu'on replace en salle, c'est intéressant aussi de le travailler en même temps sur la vidéo. C'est intéressant de travailler en même temps une sortie sur une plateforme SVOD ou VOD. C'est intéressant de travailler, de le replacer à la télé. Donc c'est pour ça, nous, c'est intéressant d'avoir un maximum de droits pour le travailler de bout en bout. Donc ça, je parle essentiellement sur le catalogue. Le film frais, c'est pareil. On essaie d'avoir un maximum de droits pour mieux le sortir, le mieux exploiter. Et notre force, c'est qu'on a des équipes partout. À la fois, il y a des vendeurs en France et à l'international. On a une équipe aussi au UK. Donc voilà, on est capable aujourd'hui de proposer les films à travers le monde entier, quels que soient les médias. Vous avez une formation de juriste. Tout à fait. Et vous avez travaillé notamment à l'INA, puis à Pathé, du côté de la production cette fois-ci. Ouais. Puis après, vous êtes allé chez Studio Canal, au catalogue, pour revenir chez Pathé, mais cette fois-ci, on l'a vu, donc évidemment au catalogue. En quoi cette formation de juriste, elle vous sert quotidiennement au poste que vous Alors occupez ? Moi, c'est marrant parce que j'ai toujours travaillé sur le catalogue. Mon premier métier, effectivement, j'ai commencé à l'INA, où je faisais, comme on disait à l'époque, la libération des droits pour la mise
en ligne des archives de l'INA. Donc ça fait assez rire aujourd'hui quand ils ont mis en place leur site internet. Et donc déjà, j'ai commencé à travailler donc, sur le catalogue audiovisuel. Et après, en fait, par hasard, j'ai postulé chez Pathé, comme quoi ça existe, les candidatures spontanées et sans réseau. Donc là, mon CV a attiré l'attention de la directrice juridique de l'époque, et donc j'ai été recrutée chez Pathé pour le catalogue déjà à l'époque. D'accord. Et petit à petit, j'ai évolué en interne, et à un moment donné, je faisais un peu de tout. Je faisais à la fois du catalogue, de la production, de la distribution, un peu de tout. Après, effectivement, je suis partie chez Studio Canal pour être responsable juridique catalogue. D'accord. Donc, joli catalogue chez Studio Canal, plus gros catalogue de France quand même, faut le signaler, avec 6000 titres. Et après, Pathé m'a refait une offre. Donc je suis revenue chez Pathé. D'accord. Et effectivement, là, pour me concentrer vraiment sur le catalogue, parce que de toute façon, on ne peut pas être partout. Hein. Là, on arrivait à un moment donné où il y avait tellement de travail juridique sur Pathé, donc il fallait diviser, on va dire, ses forces. Et moi, je me suis concentrée sur le catalogue, qui est mon cœur de métier et mon métier de passion. Et il faut savoir, en tant que juriste, que le catalogue, c'est très riche d'enseignements. Pourquoi ? Parce que vous voyez ce qui peut se passer dans le futur. Ouais. Et donc, toutes les bêtises qui ont pu être faites peuvent vous servir pour, par exemple, de la production fraîche, parce que vous savez comment rédiger une clause, vous savez les conséquences d'une clause. Donc voilà, être juriste, ça peut servir à beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, le droit mène à tout. Hein, le droit mène à tout, exactement. Non, puis bon, c'est un mode de raisonnement qui est utile au quotidien. Ouais. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Ouais. Quand on s'intéresse à votre parcours, on voit aussi que vous êtes en discussion permanente avec les acteurs publics comme le CNC, le ministère de la Culture, mais aussi avec les acteurs privés comme la SACD, la SACEM. À quel point la volonté ou le manque de volonté de tel ou tel autre interlocuteur joue dans votre décision de ressortir tel ou tel autre film ? Je pense aussi aux rendez-vous comme Cinema Ritrovato, on en parlait, à Bologne, ou bien Cannes Classics, le Festival Lumière à Lyon, ou FEMA à La Rochelle. À quel point ce sont des interlocuteurs privilégiés ? Alors, faut savoir qu'on a une chance en France, c'est que le CNC aide les restaurations et les numérisations de films. Donc en fait, régulièrement, on sollicite l'aide du CNC pour nous aider à financer les films plus difficile. Malheureusement, bon, on s'en en reparlera un petit peu après, mais les enveloppes sont un peu réduites comme peau de chagrin, donc on a de moins en moins d'aide. Nous, on a la chance chez Pathé, on a des patrons cinéphiles qui n'hésitent pas à financer des restaurations, même moins commerciales, et ils vont privilégier parfois un intérêt artistique sur un intérêt commercial. Ensuite, on a des festivals qui vont nous contacter parce qu'ils veulent faire une rétrospective de tel ou tel film. C'était le cas l'an dernier, par exemple, avec La Rochelle pour Delon. Ouais. On va avoir, par exemple, Bologne qui vont dire cette année, on va faire une thématique sur les femmes. Est-ce que vous avez des réalisatrices femmes, par exemple ? Lumière, on a eu, on va faire, comme il y a eu quelques années, c'était il y a 2 ans, Audiard. Cycle Audiard, oui, nous on avait plein de grangiers, donc ça tombait bien. Voilà, donc parfois c'est la démarche d'un festival qui va venir nous taper à notre porte en disant on aimerait bien programmer ce film. Malheureusement, tu n'as pas du joli matériel à nous proposer, est-ce que tu pourrais finalement prioriser pour faire cette restauration ? Ouais. Donc ça peut être l'influence effectivement d'un festival, ça peut être l'influence effectivement d'un distributeur. Par exemple, comme Jean-Fabrice ou Tamassa, etc. Alors, pour nos auditeurs, Jean-Fabrice Janaudy et les Acacia Distribution. Voilà. Qui nous contactent en disant on aimerait bien ressortir, je suis très excitée, j'aimerais bien ressortir ce film en salle, j'ai plein d'idées pour ressortir le film en salle. Est-ce que Pathé accepterait de nous confier ? Donc voilà, on peut travailler avec ce genre de personnes qui peuvent avoir une idée d'un film qui n'a pas été mis en avant par Pathé depuis de nombreuses années. Donc ça peut être le travail avec un distributeur. La vidéo, nous, on l'a fait en interne. Donc on n'a pas ce travail-là où on confie des droits vidéo à un tiers. Okay. Les ventes par télé, on le fait en interne, donc ça influe pas. Mais après, nous, ça peut être la volonté aussi, un intérêt chaîne. Pareil, où il peut y avoir un cycle d'une chaîne sur tel ou tel réalisateur, le décès aussi, malheureusement, d'un acteur, d'un réalisateur, d'un scénariste connu, qui peut aussi pousser une restauration, on va dire le mettre sur le dessus de la pile, plus qu'une autre. Et après, c'est vrai que, voilà, j'insiste, nous, on est vraiment sur une maison hyper particulière. C'est que nos patrons peuvent privilégier un intérêt artistique avant tout, et c'est quand même une grande chance. Oui, c'est clair. On voit bien que votre parcours est toujours lié à l'image en général, au cinéma en particulier. On se doute bien qu'il y a un amour du cinéma qui est nécessaire pour occuper les postes que vous occupez. Et c'est une question que je pose quasiment systématiquement dans toutes mes interviews. Comment est née votre cinéphilie ? Alors moi, c'est très particulier. Moi, je viens d'un milieu populaire. Moi, mes parents viennent d'un milieu ouvrier. Donc, je viens de la campagne, de la province, cette province lointaine de Paris. Et il n'y avait pas de cinéma, moi, dans ma ville. Et du coup, ma culture s'est faite par la télé. D'accord, ouais. Et pour ça, je suis très attachée, moi, aux médias qu'est la télé. Parce que pour moi, ça reste le média populaire par excellence, accessible
accessible à tous. Et même aujourd'hui, il ne faut pas négliger la force de la télé. On le voit pendant le confinement. Il y a eu un succès d'audience des films de patrimoine et de catalogue, et on voit bien que les gens continuent de consommer de la télé. Et c'est le média qu'on consomme en famille. On a toujours ce plaisir de ce rendez-vous familial à partager avec tous. Et moi, j'avais ma mère. Alors, j'avais un père qui était passionné de western et de films comiques, de Funès et Bourvil, donc j'ai été biberonnée à ça. Et ma mère qui était plus intéressée par des films d'auteur et des films policiers. Et donc, moi, j'ai dû voir tous les Chabrol par ma mère. Donc voilà, c'est assez drôle. Et puis, ma mère, voilà, les d'autres films d'auteur, les Almodovar, etc. Donc voilà, moi, j'ai été biberonnée par deux influences très différentes, finalement, qui fait une richesse. Presque, ouais. Voilà, exactement, qui fait une richesse aujourd'hui et qui m'a donné le goût du cinéma et le goût des films. Vous êtes par ailleurs présidente du syndicat des catalogues de films de patrimoine, créé, je crois, en 2019. Alors je dis je crois parce que j'ai plusieurs dates qui sont sorties en ligne. Ouais, ça 2019. Aussi, j'avais 2021 aussi. Bon, bref. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce syndicat et sur ce qu'il défend ? Bien sûr, alors là c'est un de mes projets qui m'est cher. Je me suis dit qu'un jour, en fait on avait beaucoup de sujets en commun avec mes amis catalogues. Alors l'avantage du catalogue c'est qu'on n'a que des gens charmants, hein. C'est un secteur, on s'entend tous très bien. Et je me suis permis de contacter les autres catalogues en disant ça serait bien qu'on se parle de nos sujets en commun. Puis au bout d'un moment on s'est dit faut se structurer juridiquement, donc c'est pour ça qu'on s'est constitué un syndicat. Et notre volonté, donc on est 11 membres, et notre volonté commune c'est de défendre le patrimoine cinématographique français et de le faire rayonner un maximum en France, mais aussi à l'international. Donc finalement, notre souci premier, c'est la diffusion au public, pour tous, le plus simplement possible, par tous médias. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est des catalogues très différents. Donc, par exemple, Pathé avec Gaumont, nous, on est issus de maisons historiques. On a des filiales de chaînes, par exemple avec TF1, SND, Studio Canal. Et il y a aussi beaucoup d'indépendants. On a les films du Losange, on a Lobster Film, on a Cinématographique Lire, les films du jeudi, les productions Jacques Roitfeld. J'espère que j'ai oublié personne et que je ne froisse personne. Voilà. Et on a un plaisir à se retrouver, à se parler, j'ai oublié Argos aussi, et échanger nos idées pour faire en sorte que les films soient vus par tous, discuter avec le CNC pour défendre les aides, pour nous aider à restaurer les films, discuter avec les laboratoires aussi pour défendre, parce qu'on a une chance en France, c'est qu'on a une filière d'excellence. On a des laboratoires extraordinaires. On a une qualité de restauration inégalée. Et donc, voilà, on travaille main dans la main avec eux aussi pour défendre leur savoir-faire. Et voilà, on a cette volonté de travailler ensemble pour mieux promouvoir les films dans des bonnes conditions et faire connaître au plus grand nombre, et notamment aux jeunes générations. Comment vous parvenez justement au sein de ce syndicat à faire cohabiter les intérêts de sociétés comme SND, TF1, Studio Canal, avec ceux de sociétés indépendantes comme par exemple les films du jeudi, les films du Losange, tout ça au sein donc de la même structure. Bon, je vois bien que c'est une structure où vous discutez énormément, il n'y a pas forcément, c'est pas la foire d'empoigne, vous l'avez dit vous-même, mais ça m'intéresse de savoir comment cohabite quand même une maison comme les films du Losange, qui est traditionnellement ultra indépendante, Barbet Schroeder, les années Nouvelle Vague, etc. Et puis TF1 ou SND qui appartient à M6, quoi. Alors c'est marrant parce que les catalogues filiales de chaînes, hein, malheureusement pour eux, ils jouissent d'une mauvaise réputation parce qu'ils sont filiales de chaînes. Oui. Mais voilà, heureusement il y a des amoureux du cinéma et des gens très bien qui défendent ces catalogues et c'est un vrai plaisir de discuter avec eux. C'est vrai qu'au départ sur papier c'était pas évident. Moi-même je me suis dit, quand je les avais contactés, je me disais, ça va pas leur plaire le projet. Et en fait, c'était super parce que c'était dans les plus enthousiastes dès le départ. Et par moment, il y a des sujets on n'aborde pas ensemble, ou il y a des devoirs de réserve. Par moment, on dit non, on n'abordera pas ce sujet parce que c'est trop sensible pour nous. Non, parce qu'en interne, on doit en référer, savoir quelle est notre ligne de conduite, etc. Donc, on est très transparent. On a des réunions une fois par mois, avec un ordre du jour. Et s'il y a des sujets sur lesquels certains ne sont pas à l'aise d'en parler ou de se positionner, on ne le fait pas. Donc voilà, et ça se passe très très bien. Et comme on a une volonté commune et on ne parle pas de sous entre nous, ça c'est, on va dire, c'est un peu le mot d'ordre pour des raisons de droit de la concurrence aussi. Ça se passe très sainement et toutes les actions qu'on mène ensemble se fait de façon très enthousiaste et sans aucune difficulté. C'est vrai que sur papier on a l'impression que c'est un peu difficile vu qu'on est très différents, mais dans les faits non, on y arrive bien.
Ok. J'ai la sensation que la culture, et particulièrement la façon que nous avons de l'envisager en France, est un peu mise à mal dernièrement. Dans un secteur comme le cinéma, ça se traduit souvent par un arrêt des dispositifs de financement, souvent sans concertation, mais aussi la mise en avant d'un discours qui défend le retour sur investissement dans le cas où ces dispositifs sont maintenus. Au fond, ce qui se joue, j'ai l'impression, c'est notre façon d'envisager l'argent public. Et je suis très curieux de connaître votre point de vue sur cette question. Alors, comme je vous disais, alors pour situer un petit peu les choses, en 2012, en fait, le CNC avait mis en place une enveloppe un peu exceptionnelle pour restaurer les films, qui était assez conséquente, qui était de 14 millions d'euros. Et d'année en année, malheureusement, elle s'est réduite comme peau de chagrin. Et on a même eu des menaces où il était envisagé par le CNC de supprimer cette enveloppe. Donc on s'est beaucoup mobilisé, justement, avec les autres membres du syndicat, pour défendre notre métier, pour dire qu'on avait besoin d'une déclaration d'amour de la part du CNC et qu'on avait besoin de leur aide pour justement restaurer les films plus confidentiels. Évidemment, les films très commerciaux, on n'a pas besoin d'eux. Les films plus confidentiels, et il n'y a pas de film à mettre de côté. Si on veut maintenir une jolie cinéphilie, qui est quand même notre force en France, on a besoin de leur aide. C'est pas pour autant qu'on est sous perfusion. Ça on l'a entendu, c'est pas le cas du tout. Il faut savoir qu'à peu près, nous, sur l'ensemble du syndicat, on estime que on a à peu près 50% de nos films qui sont aidés par le CNC et 50% qui sont faits sur fonds propres. Et quand je vous dis ça, c'est très différent d'un catalogue à l'autre. Par exemple, des catalogues indépendants vont être beaucoup plus aidés, évidemment, que des catalogues plus importants. Mais par exemple, un catalogue comme Studio Canal, ils vont être à peine aidés à hauteur de 20% sur l'ensemble de leur catalogue. Ils font énormément de choses sur fonds propres. Ouais. Ce qui est le cas aussi de Gaumont et ce qui est le cas de Pathé. Donc voilà, mais globalement, sur l'ensemble du syndicat, on va dire, si le CNC met 1, nous on met 2. Voilà, ouais. Pour schématiser assez facilement. Donc oui, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux aussi pour d'autres sujets qui est annexe à la restauration, qui sont la conservation des films. Il faut savoir aujourd'hui, un film mal conservé peut se perdre et peut disparaître. Et oui. La bobine, les pellicules, c'est un élément vivant. Donc on met énormément d'énergie, c'est un peu notre deuxième sujet de bataille, c'est se battre pour la préservation des films. La préservation, c'est coûteux. Donc une fois encore, on essaie de mobiliser les pouvoirs publics. On en a parlé à Dominique Boutonnat, avec qui on a réussi à avoir un rendez-vous. Alors pour nos auditeurs, Dominique Boutonnat, président du CNC. Voilà, pour expliquer l'importance de la conservation, que demain, si les films disparaissent, c'est une catastrophe, on va dire d'un point de vue culturel, mais aussi pour la valeur des sociétés, parce que la valeur d'une société, un catalogue sans matériel, ça ne vaut rien. Effectivement, si vous n'avez pas de matériel d'exploitation, vous avez beau d'avoir des droits, vous n'en faites rien. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. C'est travailler intelligemment avec les pouvoirs publics pour faire en sorte qu'on soit tous tirés vers le haut et qu'on puisse remettre en exploitation un maximum de films et qu'on en montre le plus possible. Et c'est vrai ça nous tient tous vraiment à cœur de faire en sorte que les films soient bien restaurés dans des bonnes conditions, mais aussi bien conservés dans des bonnes conditions. Il faut savoir alors, on fait beaucoup de restauration numérique aujourd'hui. La préservation numérique coûte extrêmement cher. C'est en Tera. Oui, c'est ça, c'est les serveurs. Exactement. Donc on parle de plusieurs milliers d'euros par an pour un film. Donc en face, si vous avez un film où il n'y a pas de recette commerciale, imaginez, ça peut être compliqué pour des catalogues. Je parle pour les plus petits catalogues. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est une de nos mobilisations, c'est essayer d'avoir une aide de la part des pouvoirs publics pour préserver ensemble dans des bonnes conditions. Donc là, c'est un de nos chantiers, justement, ça fait partie de c'est l'une des tables rondes prévues au Festival Lumière dans 2 semaines. C'est un sujet qui va être abordé avec le CNC. D'accord, très bien. Très intéressant. Je rebondis un peu sur ce que vous dites. Vous parlez d'exploitation, de ressortie, de tout ça. Chez Pathé, est-ce qu'on sent qu'il y a un intérêt croissant pour ces films, on va dire, de patrimoine, on va les appeler comme ça, pour ne pas dire des vieux films, parce que c'est très vilain de dire ça. C'est ce que j'ai appris au cours de mes interviews. Pour ces films de patrimoine, moi, ma sensation en tant que spectateur, là, pour le coup, c'est qu'il y a un intérêt quand même croissant. On voit de plus en plus de gens aller au cinéma pour voir des films que peut-être ils n'ont pas vus la première fois, ou peut-être même sont sortis à un moment donné où ils n'étaient pas nés. Par exemple, moi, quand je vais voir un film des années 40 de Fritz Lang, je ne pouvais pas le voir au cinéma si ça n'avait pas été ressorti. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ? Est-ce qu'il y a un frisson comme ça, quelque chose qui se passe ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu des jolies surprises. Alors, après, régulièrement, toute l'année hors Covid, on a constaté que, par exemple, une chaîne comme Arte fait des audiences extraordinaires sur le patrimoine. Il faut quand même avoir ça en tête. Et quand France 2, France 3, programme du patrimoine, ça marche très bien. Donc ça, faut avoir ça en tête, qu'à la télé, le patrimoine marche encore. Et que finalement, il y a une appétence du public pour consommer ce type de cinéma. En dehors de la télé, on constate aussi, alors grâce une fois encore au travail des distributeurs,
qu'en salle, ça marche bien aussi. On peut parler de La Maman et la Putain, gros succès en salle. Je sais que nous, il y a quelques années, on avait ressorti Les Croix de Bois. Ça avait très très bien marché. Apocalypse Now avait très très bien marché. Voilà, on a des jolis succès au cinéma autour des films restaurés de catalogue. C'est beaucoup d'énergie, il faut avoir en tête. Évidemment, c'est modeste. Mais il faut savoir, alors c'est intéressant à savoir, c'est que quand vous faites la moyenne du public par copie en salle, finalement, les films de patrimoine ont un meilleur score que les films de frais. Donc ça, c'est un joli chiffre à savoir. Ouais. C'est que finalement, de programmer du patrimoine, c'est de l'énergie, mais il peut y avoir un succès à la clé. Après, sur les plateformes, aujourd'hui, c'est assez sporadique. Les demandes sur du fonds de catalogue de la part des Netflix et Amazon, on n'a pas... Ça marche pas, ils cherchent à avoir plutôt des titres... on va dire de moins de 20 ans, pour les programmer. Par contre, il y a un travail extraordinaire qui est fait en France, qui est une chance aussi en France, c'est le travail des plateformes comme la Cinétech, Univers Ciné, qui programment du catalogue, qui font un travail édito extraordinaire justement pour contextualiser les films, qui proposent du programme complémentaire avec des interviews de réalisateurs, etc., pour promouvoir les films. Et ça, on a quand même une chance en France qui est la qualité de l'éditorialisation des films sur les plateformes. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de restauration, parce que pour le moment, j'ai encore jamais eu de personne ici qui pouvait m'en parler en détail. J'ai parlé à un distributeur indépendant, Lost Film, Marc Ollery pour ne pas le citer, qui m'a confirmé que sa volonté de ressortir tel ou tel autre film était sans conséquence sur la restauration de ce film. J'imagine que quand on est à la tête d'un catalogue comme celui de Pathé, c'est différent. Est-ce que vous pouvez me guider dans les étapes par lesquelles vous allez devoir passer afin d'assurer la restauration d'un film jusqu'à sa ressortie, si tant est que ce cas de figure se présente? Est-ce que ça peut arriver, vous dites on va le restaurer pour le ressortir, ou alors vous pouvez juste le restaurer pour en faire une sortie DVD Blu-ray? Alors, moi juste, je situe, moi je suis adjointe au catalogue, donc c'est Laure de Boissard qui est la directrice du catalogue de Pathé. On se parle, heureusement, on est des petites équipes, donc on se parle tous ensemble. Alors nous, côté Pathé, il peut y avoir un travail de restauration ou de numérisation d'un film, déjà parce qu'il peut y avoir un intérêt commercial. Déjà, première chose, il y a un intérêt d'une chaîne, etc. Ou Laure, qui est la principale vendeuse de la maison, se dit « Ah, je sais que si je restaure ce film-là, derrière, je pourrais le proposer à une chaîne. » Donc ça, déjà, il peut y avoir un intérêt commercial. Nous, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir, nous, un intérêt artistique. Par exemple, ça va être le centenaire de tel ou tel réalisateur. Et bien, on va se dire, on va privilégier ce titre plus qu'un autre. Et puis, on verra dans un deuxième temps si on arrive à le placer. Ouais. Ça, c'est très particulier parce que d'autres catalogues, ils vont vous faire des tableaux, ils vont croiser des chiffres dans tous les sens en se disant il faut un retour sur investissement. Nous, il peut arriver qu'on restaure des films où on sait qu'il n'y aura pas de retour sur investissement. Alors là, je vous donne toujours mon meilleur exemple. Quand Sophie Seydoux décide de restaurer La Roue d'Abel Gance, film quasi de 7 heures, vous imaginez bien que le retour sur investissement est plus que modeste. Oui. Sauf que c'était important de faire La Roue d'Abel Gance parce que c'est un film important pour la filmographie Pathé et pour la Fondation Jérôme Seydoux Pathé. Donc moi, je suis sur une maison très très particulière qui parfois l'intérêt artistique peut mener à des projets indépendamment des intérêts commerciaux. Mais globalement, on va dire sur l'ensemble des catalogues, effectivement, si on amortit nos frais de restauration, c'est quand même mieux. Oui, c'est quand même mieux pour nous tous. Et du coup, alors donc vous choisissez de restaurer tel film. On peut prendre l'exemple de La Roue si vous voulez. Comment ça se passe après, les étapes concrètes? Par quoi il va passer le film? Alors, déjà, même si c'est très, on n'a pas besoin de rentrer dans un détail fou. Prenez, peu importe une restauration. La première chose, quand il y a une restauration qui est décidée, où on se dit on va restaurer tel film, ma collègue Tessa, qui supervise les restaurations, qui est directrice adjointe des restaurations, Tessa va chercher le matériel à travers le monde entier. Parce que chez Pathé, on restaure toujours quand on peut, à partir des éléments premiers du film, qui sont les négatifs. Donc Tessa cherche à travers le monde. Donc, si on l'a pas dans nos stocks, les négatifs, elle va chercher à travers le monde les éléments. Donc ça peut prendre un peu de temps. Une fois les éléments trouvés, ensuite, on contacte un laboratoire. Donc nous, on travaille beaucoup avec IONT ou l'image retrouvée, ou Éclair, à qui on confie les éléments en disant est-ce que vous pouvez nous faire un devis, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, est-ce que le film est très endommagé, etc. Donc le laboratoire, il va faire un inventaire de tous les éléments techniques présents pour voir ce qu'il peut faire, pour voir si les éléments sont complets, est-ce que le film est complet, est-ce que parfois il faut faire des mix entre des éléments première génération, deuxième génération, troisième génération pour avoir un film complet, est-ce que le son est complet, évidemment, parce qu'on oublie parfois le son. Oui, voilà. Et donc déjà voir la complétude. Ensuite, le devis. Parfois, il y a des éléments qui ont besoin d'être réparés. Il y a des éléments en très mauvais état. Donc le laboratoire, comme dit Tessa, ils mettent les éléments à l'infirmerie. Il y a un travail de réparation qui est fait.
Ensuite, il y a le scan. On scanne les éléments en numérique. Et à partir de ça, après, le laboratoire fait tout son travail de polissage, gommer les petits défauts. Alors nous, on fait toujours attention de faire en sorte de ne pas aller trop loin dans la restauration pour que finalement, le spectateur le voit comme dans les conditions de la projection salle à l'époque. Ouais. Donc il reste toujours des petits défauts. On ne va pas trop loin dans la restauration pour pas que ça choque au niveau du spectateur, mais ce qui n'est pas le parti pris, par exemple, de certains étrangers qui peuvent aller un petit peu plus loin que nous en France. Donc ça, ensuite, il y a le travail de scan, il y a le travail de restauration, on va dire la réparation technique à la main pour faire la restauration. Et une fois ça fait, moi j'ai ma collègue Tessa qui est là à toutes les étapes, qui valide. Et puis une fois qu'elle estime que le travail est bien fait, elle le présente aux patronnes. Ouais. Donc elle présente à Laure et Madame Sédou. Madame Sédou est toujours très présente pour regarder les restaurations. Donc après, il y a peut-être un dernier travail qui est fait pour encore travailler autour du film. Et à l'issue de ça, il y a les éléments d'exploitation qui sont édités. Donc par exemple, vous allez avoir un DCP, vous allez voir des ProRes pour les exploitations vidéo, VOD, etc. Et puis après, Madame Sédou, une fois que le film est prêt, elle va le proposer à des festivals. Donc c'est Madame Sédou, elle va le proposer à Thierry Frémaux, par exemple, pour Cannes. Elle va le proposer à Lumière, à Gianluca Farinelli pour Bologne. Et puis ça, c'est la meilleure hypothèse, que le film soit pris en festival et puis que derrière, on a des ventes télé. Alors, très particularité chez Pathé, c'est qu'on édite tout en vidéo. Tous les films restaurés dans la maison sont édités en vidéo. D'accord. Donc ensuite, il y a un travail, c'est dans l'équipe de Tessa, il y a Jean qui fait l'édition vidéo. Donc il y a un travail de bout en bout qui est fait avec peut-être retravailler l'image, par exemple le visuel d'époque pour faire une jolie jaquette. Après, si le film est replacé en salle, peut-être qu'on va travailler avec le distributeur, pareil, pour refaire une affiche pour la salle. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la vie d'un film restauré. D'accord. Dites-moi Ok. si c'est pas clair. Non, c'est très bien, c'est très bien. Non, l'idée, c'était que nos auditeurs puissent écouter comment ça se passe vraiment à partir du moment, parce que c'est une chose d'aller vouloir voir des films de patrimoine, mais c'est autre chose de savoir, ok, maintenant, comment ça se passe concrètement, quoi. Alors ça, c'est l'hypothèse la plus simple quand il n'y a pas de problème juridique. Évidemment, j'ai gommé les problèmes juridiques. Ouais. Ça, c'est l'hypothèse d'un film où on a tous les droits, tout va bien. Mais parfois, on n'a pas tous les droits et tout va pas bien. Donc, il y a des négociations qu'il faut prévoir. Il faut savoir qu'en France, un contrat est généralement conclu pour 20-30 ans. Et au bout de 30 ans, il faut refaire un joli contrat pour continuer à exploiter le film. Donc ça, soit on le fait avec les auteurs qui sont encore vivants, soit on le fait avec les successions. Donc ça peut être un travail de longue haleine. Ouais. Moi, j'ai des cas de contrats où je les ai négociés pendant 3 à 4 ans. D'autres, ça se passe en quelques semaines. Et voilà. Et d'autres, ça peut prendre un certain temps. Ouais. Donc, voilà. Donc ça, on travaille tous main dans la main. C'est long. Mais qu'est-ce qu'on est content quand on y arrive, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais j'imagine aussi que vous tombez sur des gens qui sont pas forcément cinéphiles ou pas du passionnés. tout. En fait, malheureusement, il y a des successions qui vont être plus intéressées, estimant qu'ils vont avoir beaucoup d'argent avec ces films, ce qui est très peu le cas. Et donc, il y a un gros travail de pédagogie qui est fait pour expliquer l'intérêt culturel avant l'intérêt commercial et qu'il faut nous aider à ressortir ces films. En plus, il faut savoir qu'en France, les producteurs, donc les catalogues, on a une obligation de recherche d'exploitation suivie. Donc, ça veut dire qu'on a une obligation de moyens qui fait qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour mettre en exploitation les films que nous avons dans notre catalogue. Donc voilà, c'est à l'impossible de les tenues, évidemment, s'il n'y a pas de matériel ou s'il y a une grosse difficulté juridique, voilà. Mais on fait en sorte de braver tous les dangers, toutes les difficultés pour remettre en exploitation les films. Ouais, d'accord. Je voudrais aussi qu'on parle, malheureusement, de la crise que traverse le cinéma aujourd'hui. On en entend beaucoup parler. Votre métier n'est peut-être pas autant plongé dans la salle que si vous étiez du côté de la production, on va dire. Mais j'aimerais quand même connaître votre point de vue sur cette crise et sur ce qu'elle pourrait apporter en termes de renouvellement, d'opportunités et de nouveautés. Concrètement, comment vous imaginez la salle de demain ? Ça peut très bien vouloir dire plus de patrimoine. Ça peut peut-être que vous avez des choses en tête et ça m'intéresserait de les connaître. Alors nous, on fait partie d'un groupe qui est le groupe Pathé, où les salles sont évidemment très présentes. On a Jérôme Sédou, qui est quand même un patron très cinéphile, qui a tenté des expériences comme Les Fauvettes, ou avec une programmation il y a quelques années 100% patrimoine. Effectivement, côté catalogue, on mise pas tout sur la salle, contrairement aux films frais où un échec salle a des conséquences sur toute la vie du film. Sur le catalogue, c'est un peu différent. On travaille tous les médias en parallèle. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre un média de côté. Puis aussi, notre volonté, c'est qu'il soit diffusé par tous les médias possibles. Donc, une ressortie salle, c'est pas une fin en soi. Pour un film restauré, une numérisation, c'est un plus.
Je vois. Comme le fait de le placer sur une plateforme, c'est pas une fin en soi, c'est un plus. Donc finalement, on est content qu'on arrive à multiplier tous ces petits maillons, parce qu'à la fin, on a une jolie ressortie et le film a une nouvelle vie devant lui. Mais finalement, tout ce qui s'est passé sur les salles dernièrement nous ont moins impacté que d'autres. Effectivement, que les films frais, comme on dit, ce vilain terme, les films frais. Après, on a été très présents aux côtés des distributeurs indépendants. Je pense effectivement aux Acacia, je pense à Tamasa, je pense à Malavida, aux Camélia, qui ont eu des difficultés pendant cette période. Ça a été très dur pour eux. Heureusement, ils ont été aidés par le CNC pour cette période où ils n'ont pas pu programmer les films. Bah oui. Et quand ils sont venus, à la sortie de la crise, quand ils sont venus voir Pathé pour demander à travailler avec Pathé et de faire de la programmation de films de patrimoine, évidemment, on les a soutenus. On travaille aussi beaucoup, alors ça c'est ma casquette syndicat, avec la DRC. On est un peu parrain de Play It Again. Festival de cinéma de patrimoine, on pourrait dire festival itinérant. Exactement, donc la DRC, donc c'est les réseaux cinéma d'art et essai, et on travaille donc beaucoup avec eux pour faire une programmation tous les ans autour d'une thématique. Et voilà, on facilite l'accès à nos copies, ça se fait en bonne intelligence pour les aider. C'est pas des opérations très rentables économiquement, faut pas le voir comme ça. Ouais. Mais voilà, nous on a un souci on a une volonté de diffuser et de partager. Vraiment, le syndicat, je pense que notre volonté commune, c'est le partage. Et de soutenir des opérations comme celles menées par la DRC, c'est très important pour nous. Et c'est notre soutien aux salles, on va dire, notamment via des opérations comme Play It Again. Ok, très bien, très bien. Merci Sabrina. Je vous en prie. Et puis bonne continuation. Merci, à très bientôt. J'espère. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le fabriquer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter de 5 étoiles si la plateforme sur laquelle vous l'écoutez le permet, c'est la meilleure manière d'aider le podcast. Cinexplore est un dérivé de Cinécure, un podcast créé et réalisé par moi, Charles-Édouard Wasselin, pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur patience et leur bienveillance. N'oubliez pas que sur le Discord du Vaisseau, vous trouverez un channel Cinécure où nous discutons de tout ce qui est abordé dans le podcast et bien plus encore. Vous pouvez par ailleurs aussi me suivre sur Instagram, @charledy, où je parle régulièrement de cinéma, mais pas seulement. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cinécure. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao!